Bonsoir à tous, Madame, Messieurs, bienvenue à cette édition de Regard Social. De plus en plus, des formations sanitaires du pays enregistrent des enfants qui naissent avec des affections oculaires. Au Cameroun, la prévalence semble inquiétante, soit un nouveau-né sur 4 nés avec cette affection oculaire, qui se développe plus tard si rien n'est fait, selon des spécialistes de la santé. Ce soir, c'est un jeune couple qui traîne donc depuis quelques années 2 enfants sur 3 qui n'ont jamais vu le soleil, encore moins la lune. C'est un cas d'école que nous allons découvrir ce soir dans le cadre de cette autre édition de Regard Social. Mais avant, également, nous aurons aussi sur ce plateau Irène Tembe qui viendra nous parler de quelques cas et surtout des fonds déjà collectés dans le cadre des anciens cas déjà présentés sur les antennes d'Equinox Télévision et surtout de Regard Social. Et entre-temps, nous aurons aussi des experts qui vont nous expliquer de quoi il est véritablement question, peut-être trouver également la solution à toutes ces pathologies. Une fois encore, bonsoir et bienvenue à cette édition. Le couple est justement avec nous sur ce plateau, Godlove Ndi. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir donc. Vous êtes âgé de 26 ans. Oui. Et vous êtes papa de 3 enfants. Et parmi les 3, il y a 2 qui sont non-voyants. Oui. Oui. D'accord. Vous allez nous expliquer comment est-ce que vous êtes arrivé à avoir ces enfants dans cet état. Mais avec Massam Alison, bonsoir. Bonsoir. Oui. Vous êtes la maman de ces 3 enfants. Oui. Vous êtes âgé de 23 ans. Oui. Oui. C'est vous qui avez porté ces bébés dans votre ventre. Oui. Le premier enfant n'a pas de problème. Il n'a pas de problème. Oui. Les 2 autres ont pratiquement Un problème. les mêmes maladies. Oui. Comment est-ce que c'est arrivé? Lorsque le premier naît, Emmanuel. Dès que le premier né, Emmanuel, est venu au monde, on n'avait pas constaté ça dès sa naissance. Parce qu'il est né à Padre Pio à Aquano. On n'a pas pu constater ça. C'est jusqu'à 3 mois que j'ai... Parce que normalement, on dit que quand l'enfant a 2 mois, 3 mois, doit voir. À 3 mois, je faisais les gestes, mon enfant ne me voyait pas, il ne suivait pas. Je jouais avec lui, il ne réagissait pas normalement comme un enfant de 3 mois doit réagir. Entre-temps, je suis allée consulter maman qui est ainsi. Parce que selon ce que ma maman m'a demandé de faire. Je voudrais comprendre. Lorsque vous constatez que votre enfant ne voit pas, vous allez rencontrer une main ici, enfin, c'est comme ça qu'on les appelle, les mamans qui font dans la médecine traditionnelle. Oui. C'est ça? Oui. Elle me dit de partir rencontrer un pédiatre à Carreau Blanc Missoké. Dès que je suis allée rencontrer un pédiatre à Carreau Blanc Missoké, le pédiatre a consulté l'enfant Emmanuel et il a dit l'enfant voit. C'est parce qu'il a tellement du corps et les joues ont couvert le visage. Il a les petits yeux, sinon il voit. On a gardé espoir que l'enfant voit, comme le pédiatre nous a dit. Entre-temps, 4 mois, 5 mois, l'enfant est toujours là. Il ne suit pas. Quand il entend les bruits, il joue comme un bébé de son âge doit jouer. Mais il ne réagit pas. Il ne s'assoit pas, rien. Bon, c'est à 10 mois que j'ai dit que non, il faut que je me déplace. Je pars à Bamenda, à Mbingo de Mbopi. Selon la manière, je comprends l'hôpital. Je suis aussi allée avec la guerre qu'il y avait là-bas. On n'a pas pu aller en ville. Nous sommes rentrés donc à Douala. C'est un papa là où on louait à Dorbon Terrasse. Un papa qui nous a conseillé de partir en bingo de Aquanor, de Bopi. Arrivé là-bas, on a rencontré un ophtalmologue. Il nous a dit qu'il suspecte si c'est la cataracte, mais ce qui va nous confirmer, c'est l'échographie. Il a demandé urgemment une échographie des yeux. Nous avons fait l'échographie des yeux. L'échographie nous a montré que l'enfant avait la cataracte, que ça va affecter les 2 yeux. Il nous a demandé une somme de 100 000 urgemment pour opérer les 2 yeux. Le 3e jour du jour qu'il nous a demandé ça, nous sommes revenus déposer une somme de 100 000 pour opérer les yeux de l'enfant. Après ça, il nous a amenés au bloc.
il a opéré les yeux de l'enfant. Il nous a assuré qu'en opérant, il va voir. Bon, avec l'assurance, on a opéré cet enfant, Emmanuel, à 10 mois. Emmanuel a fait 3 jours à l'hôpital. On nous a demandé de rentrer après 3 jours d'opération. Arrivé à la maison, on n'a pas... Emmanuel ne voyait pas toujours. Il donnait les rendez-vous. Là, qu'après une semaine, on revient. Après une semaine, nous sommes revenus. Il consulte Emmanuel encore. Il dit, il faut les verres. On nous demande de partir à la maison. En attendant, il donnait les colis. Certains colis pour mettre chaque rendez-vous qu'il nous donnait. Quand nous sommes rentrés à la maison, il demande qu'on dit qu'il faut les verres. Les verres d'Emmanuel n'étaient pas faciles à trouver parce que c'était la petite taille. Entre-temps, il m'a demandé de revenir dans 3 mois. Je suis revenue dans 3 mois, il y avait déjà les verres disponibles. Il a demandé 35 000 pour les verres. On a payé. Jusqu'à là, avec les verres, sans vous mentir, Emmanuel ne voit pas. Alors, jusqu'aujourd'hui, Emmanuel ne voit pas toujours. Il ne voit pas toujours. Il est âgé de 3 ans déjà. 3 ans, 4 mois. Il ne voit pas toujours jusqu'à présent. Alors, est-ce que pendant la grossesse, vous avez suivi les visites prénatales? J'ai suivi les visites prénatales avec Emmanuel, mais je n'ai pas suivi le tout. Il y avait certains examens qui étaient chers que je n'ai pas pu faire. Vous avez fait l'échographie en même temps? Non, pour Emmanuel, je n'ai pas fait d'échographie. On a demandé, mais je n'ai pas pu faire. À ce moment-là, nous traversons des moments très difficiles. Alors, après Emmanuel, vous prenez quand même le courage d'accoucher un 3e enfant? Oui, avec espoir. Yannick? Oui. Celui que vous portez également? Oui. C'est les mêmes signes, les mêmes symptômes? Oui, tout ce qu'Emmanuel a subi, c'est les mêmes. Seulement l'opération qui n'a pas été faite pour bébé Yannick. Parce que l'ophtalmologue, il a été suivi, mais pas dans le même hôpital. Il a été suivi à Terga de Dakar. L'ophtalmologue qui le suivait a demandé à ce qu'on ne l'opère pas, que même si ce n'est pas dans n'importe quel hôpital, on va essayer d'opérer, que je refuse. Elle nous a donné espoir qu'il y a un hôpital à Yaoundé. Elle nous a remis une adresse à laquelle on va localiser l'hôpital là. Que là-bas, il y avait tout genre d'appareils des yeux qui lisaient jusqu'au cerveau pour voir le problème, le véritable problème. Mais si arrivé là-bas à Yaoundé, on demande qu'on opère, on accepte. Parce que c'est le seul hôpital là-bas qu'il peut encore, il y a encore espoir. Mais en que tel, nous a proposé que si on veut aller là-bas, on arrête d'abord une somme de 150 000 avec un enfant. La somme n'était pas facile jusqu'à présent. Je suis allée vers la famille, vers la belle famille. Personne n'a dit prends. Bon, nous sommes juste nous deux ici. Et nous battons à notre niveau pour élever ces enfants. Ni la grand-mère, ni oncle, ni tante. Nous sommes juste là, à 2. Et ça n'a pas été facile. Elle a dit qu'elle pouvait encore dire qu'on part avec les 2 pour gagner la chance de l'autre, Emmanuel. Que Emmanuel pouvait encore revoir si seulement on partait avec lui. Ça revient avec une somme de 300 000. Ce n'est pas facile et on a laissé tomber jusqu'à présent. Donc les 2 enfants ont pratiquement les mêmes maladies. Oui. En dehors des problèmes des yeux qu'ils ont, ils ont également des problèmes neurologiques. Oui. Parce qu'ils ne peuvent pas s'asseoir. Ils ne peuvent rien faire. Emmanuel, il passe le temps assis sur un pot. Oui. Il ne parle pas, il ne dit rien. Il ne dit rien. Il fait juste les bruits des enfants, les bruits que les bébés font là. Oui, c'est comme ça qu'Emmanuel fait. À 3 ans. À 3 ans. Alors, Godlove, comment vous faites pour vivre avec ces 2 enfants? Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de vivre avec 2 enfants qui sont aveuglés et ne font rien. Parce que parfois, même quand ils sortent même le matin, ils n'arrivent pas à travailler. Parce que quand ils sont sur la moto, ils réfléchissent. Vous travaillez quoi? Non, je suis un Benskine. Ils sortent le matin, ils rentrent le soir. Parfois, quand ils sortent pour travailler, seulement les images des enfants, quand ça vient dans ma tête comme ça, vous arrêtez le travail? Oui. Parce que ma tête il faut seulement qu'elle rentre. Parfois, quand il rentre, ma femme demande mais tu rentres à l'aise, pourquoi? Il dit seulement qu'elle laisse. Et lui commence à le gronder parce que les enfants, aussi, quand ils regardent, je ne suis pas en l'aise. Parce que quand il demande à ma famille que... Le premier, c'est qu'il est né. Il demande à ma famille, tout le monde dit que
qui t'a envoyé, puis la femme qui m'a envoyé avec, pour prendre la femme, tout ça. Il dit que mais si vous ne pouvez pas regarder la femme, mais regardez même quand même les enfants. Voilà. Jusqu'à là, personne n'a bougé. C'est pour ça que moi, j'ai décidé, non. Il dit à ma femme que non, au moment-ci, il oublie tout le monde. Il n'appelle personne. C'est le jour qu'ils ont à manger, lui, il mange. Et le jour qu'on paie la location, c'est qu'on peut gérer, on gère. C'est comme ça on vivait jusqu'à présent. Vous êtes en location en Oui, plus. oui. Et vous faites, vous avez une moto, Une c'est moto, votre ouais. activité en tout cas. Vous êtes conducteur de moto-taxi. Oui. Oui. Et ça vous permet quand même de manger, de payer le loyer aussi. Ah, comme Vous c'est, n'avez pas évoqué la prise en charge là, des enfants. c'est pas facile. C'est pas facile parce que c'est mal pour nous les enfants aussi. Maintenant avec la moto aussi c'est un vieux moto. Parce que les enfants se marchaient, ils pouvaient dire que non, ma femme peut faire quelque chose. Moi ici, en moto, qu'elle rentre même, on peut faire quelque chose ensemble. Mais comme les deux, il n'y a rien. Et ce qu'elle m'a fait, j'ai accouché l'autre, c'est parce qu'il y avait les gens qui disaient que non. Que l'enfant, si comme ça, si tout met son petit frère, parce qu'il y avait quelqu'un marabout qui disait que non, tout donne son petit frère, celui-ci va marcher, tout ça, il va sentir que. Mais, alors, vous dites que c'est un marabout qui Ouais. vous a conseillé de faire le second, je veux dire le troisième Voilà. enfant. Oui. Et que la condition c'était de faire le troisième enfant afin que Emmanuel Voilà, puisse ce qu'il va marcher. sentir que. Et- Ouais. oui. Est-ce que ça Ça a l'a- amélioré quelque chose? Non, ça n'a rien donné parce que ça n'a rien donné. Parce que la même chose que Emmanuel, c'est la même chose que son frère. Et c'est le docteur de Yannick qui m'a fait comprendre qu'il y a un test qu'il faut que nous deux fassions. Oui. Ouais. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas encore fait. C'est l'électrophorèse qu'on vous a demandé de faire. Voilà, c'est Que son vous avez docteur. fait? Non, on n'a pas encore fait parce que pour le moment, il n'y a pas moins. Ce n'est pas facile. Et vous avez coupé les ponts, vous ne voulez contacter personne de votre famille. Oui, oui, j'ai décidé à ma femme que non, on bat comme on peut battre. Et comment est-ce que vous allez résoudre ces problèmes? Vous n'appelez pas les membres de la famille. Parce que le premier, il a 3 ans, 4 mois. Si 3 ans, 4 mois. Et puis tu appelles, dans 3 ans, 4 mois, là, tu appelles les gens. Depuis même qu'il était enceint, tu appelles les personnes, ne dis pas que voilà, 5 francs. Et si personne ne dit jusqu'à 3 ans, jusqu'à maintenant, tu vas encore payer que pour demander encore quoi. C'est mieux que moi et ma battre avec ma femme pour voir comment s'élever ses enfants. C'est depuis là qu'on arrête tout ça. Ma battre, quand elle sort, s'il y a à manger, lui, donc, la question, tout ça, les maladies qui sont malades. La dernière fois, il rentrait, tous étaient malades. Je suis parti à Yaoundé, il fait une semaine là-bas, il rentrait, tous étaient malades. Est-ce qu'il y avait personne, qu'il y avait famille même, tu appelles, tout le monde dit seulement ça part. Je suis rentré avant qu'ils soient encore ensemble jusqu'à manger. Vous avez 3 enfants. Le premier n'a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. Et vous allez faire le 4e. Non, on va faire le cas. Vous n'êtes plus prêt à faire. Non, c'est moi le si. Est-ce que vous avez demandé l'avis de Alison? Ah, mais il m'a dit qu'il va encore même 1 ou 2. Mais il dit que pour le. Elle a dit qu'elle va encore 2. Oui. Parce que c'est 3 garçons, il dit qu'il veut une fille. Voilà, 3 garçons. Il dit qu'il veut une fille, mais. Mais le médecin vous a demandé de faire d'abord Oui. cet examen avant. Oui, avant tout ça. Les questions de savoir si vous êtes véritablement compatible. Et là, on a vu quand même qu'il y a un problème. Les 2 enfants, les 2 derniers ont les mêmes maladies. Alors, puisqu'ils ne marchent pas, ils ne font rien, ils ne parlent pas, ils ne voient pas, c'est davantage compliqué pour vous. Vraiment. Parce qu'il faut seulement le nourrir. Quand il a fini, il commence à crier, tu comprends une fois qu'il a fini. S'il veut boire l'eau, il crie seulement. Tu lui donnes l'eau à boire, tout ça. Et c'est dans le pot là qu'il a sous toute la journée. Sauf s'il est assis sur le pot là, si tu vois qu'il est en train de dormir, tu l'enlèves maintenant, tu mets au lit. Et donc, après, il se lève pour que tu mets sur le pot là. Alors, il n'arrive pas à s'asseoir seul, Non, sans non. pot. Il n'est Il pas tombe. s'asseoir. Même sur le pot là, même il tombe toujours. Parce que pour les enfants, c'est pas facile. Ouais, quand il comprend comme son grand frère joue avec lui, il rit, il est fier, mais tu vois comment il fait son corps. Même toi,
C'est pas facile. Alors, Alison, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous allez continuer à garder ces enfants à la maison, puisque vous êtes à la maison depuis. Mais vous êtes allé chez les praticiens aussi, qui vous ont dit qu'il y avait une possibilité? Chaque personne dit que pour lui, et chaque personne prend que la somme qui lui correspond. Et chaque personne demande le traitement à suivre. J'ai suivi tout traitement. Même avant d'arriver ici, ça a fait seulement 2 jours. Il y a l'autre qui a dit que l'enfant a la rate qui ne lui permet pas de marcher, ça a paralysé ses pieds. J'ai coupé la rate, elle m'a demandé 10 000, une somme de 10 000 francs. J'ai donné une somme de 10 000 francs, malgré comme si les temps sont durs. Parce que mon seul espoir, c'est que cet enfant se met, au moins si Yannick se met debout. Voilà le ventre de Yannick, on a coupé la rate, ça fait seulement 2 jours. Mais jusqu'à elle m'a assuré qu'avant dimanche, l'enfant va se mettre debout, il va réagir. Jusqu'à présent, quand il le voit même au quartier, il me demande c'est comment, il dit ça va, il n'y a rien, ça va. Et tant de choses. Elle me dit, il y a la fontaine, il faut laver sa gorge. Elle demande encore une autre somme. J'ai dit, mais l'arabe n'est même pas encore, il n'a même pas encore réagi. Mais voilà encore frontanier. J'ai dit que non, on attend d'abord. Aujourd'hui, quand vous êtes venu là, à la maison, je l'ai vu après vous. Elle m'a dit, mais c'est comment? J'ai dit, non, maman, attendez d'abord. C'est une grand-mère au quartier là-bas. On dit qu'elle coupe ça. Elle dit qu'il fallait qu'on amène Emmanuel pour couper sa part parce que Emmanuel a aussi la même chose. C'est ça qui ne lui permet pas de s'asseoir ou de se... Parce que ça a paralysé le poids et il est né avec. On a visité les marabouts des églises. On ne peut que dire que c'est tout mystique. D'autres églises, on dit que c'est la famille. La famille de mon père, mon défunt père, c'est lui qui est derrière ça. Franchement, nous sommes fatigués. Parce que chaque personne ne dit que ça paie, chaque personne ne prend que la somme qui lui correspond. Mais ça ne nous empêche pas de donner. Parce que notre souhait, c'est de voir notre enfant debout. Et qu'il puisse voir franchement ses parents, ceux qui les ont mis au monde. C'est mon souhait. C'est pour ça que quand on dit même qu'il faut faire ci, il faut faire ça, même s'il faut vendre les choses à la maison, on a déjà liquidé toutes les choses à la maison pour cet enfant. Mais jusqu'à là, pas de changement. Franchement, nous sommes franchement fatigués. Il y a des conseils qu'on me donne. Va abandonner ça devant une église, va abandonner ça devant un hôpital, va abandonner devant un orphelinat. Tu es jeune, mais jusqu'à là, je tiens coup parce que j'ai toujours espoir qu'ils vont se lever. Mais franchement, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Ça ne va pas. Alors, Alison, vous avez choisi certainement la bonne voie et la chaise sur laquelle vous êtes assise est une chaise de l'espoir. Les téléspectateurs vous regardent, ils ont la main sur le cœur, ils vont certainement vous accompagner dans cette lourde et douloureuse tâche qui est difficile déjà pour vous et pour votre conjoint. Mais seulement, il est question en même temps de savoir si vous êtes compatible aussi, même si on a déjà des preuves que ça ne marche pas entre vous. Si on vous demandait de ne plus être ensemble ou alors de ne plus faire des enfants, vous arrêterez pour éviter d'avoir encore un 3e enfant dans cet état? Oui, on va s'arrêter là. Parce que si on fait le test là, ça nous montre que notre sang n'a pas marché, on va arrêter d'accoucher. Mais on va toujours rester nous ensemble comme... D'accord. Vous allez regarder cette caméra, celle qui est en face de vous. Vous parlez à tous ceux qui vous suivent en ce moment. Vous avez un message pour eux, vous concernant et concernant vos enfants aussi. Vous leur dites quoi? Vous pouvez parler en anglais, je sais que ce n'est pas facile pour vous en français. Good evening to everyone. I'm just begging for help for my two children because since they were born, I've not able to see, I've not able to do anything, and it has bring me a downfall. I'm begging for my brothers and sisters, my father, and anybody that can, which have a good heart that can help, so that these children can stand on their feet. I'm just begging. I know by the grace of God, I have faith that by the grace of God, they will stand up one day. Thank you very much. D'accord. Alors,
Alison, oui. C'est le même message que vous voulez passer? Ou bien vous avez autre chose à dire? C'est presque la même. Oui? Je peux. Allez-y, votre caméra c'est ici. Bonsoir à mes frères et sœurs, à mes mamans et papas et mes grands-parents. Je vous en supplie, je suis ici avec mes 2 enfants qui ont été incapables de voir ni de se tenir sur les pieds. Je vous en supplie, vous les volontés de bon cœur. Franchement, je sais pas, je manque même les mots pour vous dire. Mais tout ce que je peux vous demander, c'est que pour ces pauvres innocents, pour ces pauvres anges, aidez-nous s'il vous plaît. Aidez-nous à ce qu'eux se tiennent sur les pieds et retrouvent les vues. Je sais qu'à travers ceci, vous allez avoir une bénédiction du Seigneur. Je vous en supplie. Aie pitié de cet innocent ange. Merci. Merci à vous également d'avoir pris le courage de venir parler, expliquer aux téléspectateurs ce que vous avez comme souffrance. Vos 2 enfants sur les 3 que vous avez sont malades et souffrent donc des mêmes maladies. Godlove dit, vous êtes âgé de 26 ans, je le rappelle, et Massam Alison, 23 ans. Vous avez 3 enfants. Alors Emmanuel et Yannick sont des enfants qui ont pratiquement les mêmes problèmes. Ils ont besoin de vous pour savoir exactement qu'est-ce qui fait problème et comment faire pour trouver des solutions. Autant d'éléments également évoqués ce soir. Comment vivent justement ces enfants et bien entendu leurs parents. C'est un reportage que nous sommes allés réaliser auprès de cette petite famille avec la caméra de Danny Warren Z2. Je vous invite à suivre. Juste après, nous allons accueillir nos experts pour avoir une idée précise de ce qui peut gêner ou déranger ces enfants. Tel un adulte, bébé Emmanuel, à travers cette position, médite déjà sur son sort alors qu'il n'a que 3 ans de vie sur terre. Son frère cadet, âgé de 10 mois révolus, est lui aussi malade. Ces enfants sont victimes d'une même maladie depuis leur naissance. À côté de la non-voyance, ils souffrent également de pathologies neurologiques. Le jeune couple, à savoir Alison, 23 ans, et Godlove, 26 ans, sont désemparés. L'examen qui leur avait été prescrit par un médecin au lendemain de la naissance du petit Emmanuel, afin de découvrir s'ils sont compatibles ou non, n'a pas été fait. Il s'agissait de l'électrophorèse. Cela n'a pas empêché à la mère d'accoucher le second enfant. On nous a conseillé de faire l'examen du sang. On n'a pas demandé un groupe sanguin, parce que quand j'ai demandé c'est un groupe sanguin, ils ont dit non, parce que moi je connais mon groupe sanguin. Ils ont dit que non, c'est un examen là où c'est autophorèse. L'autophorèse, oui, jusqu'à présent on n'a pas encore fait. Ils ont dit que si on n'a pas la bouffe, on arrête d'accoucher, parce que quand on va accoucher, ça, des enfants seront que pareils. Ce que j'ai demandé, c'est que bon, les enfants qui ne sont pas compatibles, eux accouchent, mais je sais que j'accouche soit les Mongols, soit les handicapés, mais pas au point des yeux, parce que les yeux là, ils m'ont jonglé comme ça, apparemment, je ne sais pas s'ils ont vu, mais pour moi, j'ai su que l'ophtalmologue de Telga pour Yannick a su ce qu'il y avait, mais m'a pas fait pas. Ces tout petits qui n'ont pas demandé à naître n'ont pas bénéficié d'un suivi prénatal. La génitrice évoque l'absence de moyens financiers. Pour Emmanuel, j'ai suivi les visites, mais pas complètes. Il y avait certains examens qui étaient tellement chers que je n'ai pas pu faire. Mais j'ai quand même suivi, mais pas à la longue, pas le tout. Pour Emmanuel, j'ai fait l'échographie, oui, une fois. Et pour Yannick, j'ai fait l'échographie pour Yannick, pour le deuxième. J'ai fait l'échographie une fois. Et j'ai aussi fait ces visites, mais je n'ai pas complété, je n'ai pas fait le tout. C'était au-delà de moi, j'ai fait ce que je pouvais faire. Emmanuel, 3 ans, et Yannick, 1 an révolu,
sont un véritable souci pour le jeune papa qui se débrouille dans le transport par moto-taxi. Mon mari, c'est un besquineur. Il se défend. Et moi, non, rien. Parce qu'avec eux, je ne peux rien faire. Je ne me permets même pas à faire un commerce ou à partir vendre. Je ne sais pas trop. Mon temps, c'est seulement sur eux. Je m'occupe que d'eux parce que le pavillon n'a rien fait, même manger seul, rien. Donc, je ne fais rien présentement. À ces heures perdues, il joue parfois le garde-bébé. Ces enfants qui n'ont pas encore vu le soleil, encore moins la lune, depuis leur naissance, ont bénéficié d'un tourisme involontaire qui malheureusement n'a pas porté de fruits. On est allé chez les praticiens, chez les tradipraticiens, chez les marabouts, chez les pasteurs. D'autres personnes disent que c'est mystique. On a beaucoup marché avec eux jusqu'à présentement. Comme on vous dit, nous sommes maintenant à l'église ici à Bonabéry. No more. You need to give birth. Je dis plus jamais la stérilité. Plus jamais. Plus jamais. Tu dois quitter son corps. Esprit de l'idolâtrie. Je dis plus jamais. No more. Plus jamais. No more. Amène là-bas, je te dessus là-bas. No more. Hey! On a marché des églises, des marabouts. Elle m'a demandé que non, même elle-même ne peut pas me demander d'opérer Yannick. Qu'il y a encore un espoir que Yannick peut voir. Que j'emmène Yannick à Yaoundé. Elle m'a remis une adresse à un hôpital à Yaoundé. Que Yannick devait voir si seulement j'arrêtais une somme de 300 000 avant d'aller à Yaoundé là. Et si ça avait les deux, j'arrête une somme de 600 000. Ce n'est pas facile, mes frères et sœurs. Je n'ai pas pu avoir ça jusqu'à présent. Et j'ai laissé tomber parce que je ne suivais plus ces rendez-vous parce qu'on m'attendait avec le résultat de Yaoundé. Ce que le docteur de Yaoundé a donné comme résultat, afin qu'on le suit à l'hôpital de Terga. J'ai arrêté ces rendez-vous depuis 7 mois. Ces enfants non-voyants et leur papa vous tendent la main. Ils ont besoin de votre aide. Non seulement pour découvrir les causes de leur mal, mais également bénéficier aussi d'une prise en charge. Voilà le quotidien de cette petite famille. Vous avez d'ailleurs suivi les témoignages du père et de la mère de ces enfants. 2 enfants sur 3 qui souffrent des mêmes pathologies. Et comment savoir qu'est-ce qui est arrivé notamment à ces enfants? Docteur Jacob Noël est avec nous. Bonsoir docteur. Bonsoir monsieur Ndongo. Vous êtes pédiatre et neuropédiatre. Vous êtes responsable de la clinique du Châtelet, consultant de neuropédiatrie à l'hôpital La Quintini de Douala. C'est bien ça. C'est bien cela, oui. Voilà. Vous avez suivi ces témoignages. Vous avez également vu aussi ces enfants dans cet état. Qu'est-ce que ça suscite en vous? Il y a beaucoup de compassion, beaucoup d'émotion aussi. C'est des cas qui peuvent arriver. Ce n'est pas tous les jours, mais ça peut arriver qu'il y ait 2 enfants du même fratrie qui souffrent de pathologies identiques. Ça peut arriver. Ce n'est pas quelque chose qui est exceptionnel. Ça fait beaucoup de compassion. Je crois que lors des discussions, on aura le temps de voir, d'envisager différentes hypothèses possibles en termes de causes. En termes de causes, parce que les causes ne sont pas univoques. Elles ne sont pas uniques. On va essayer de développer tout à l'heure, d'approfondir la causerie par rapport à ces 2 enfants. D'accord, merci d'avoir accepté cette invitation. C'est vrai que ce n'était pas facile pour vous. Votre journée est chargée. Vous êtes tout de même venu parce qu'il faut sauver des vies et également expliquer au grand public ce que ça peut être comme pathologie, les causes et les conséquences qui peuvent également en découdre dans le cas où on néglige parfois ce genre de pathologie. Avec nous également, Dr Yemi Racine, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Flavien, bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir à mes co-panélistes, bonsoir à Olivier Mbok. Un téléspectateur qui, de temps en temps, cherche à avoir des nouvelles de regard social. Justement. Merci. Vous êtes médecin généraliste avec une longue expérience dans la prise en charge des enfants. C'est pour ça que vous êtes généralement invité ici. Vous êtes ancien directeur de l'hôpital Sébec à Douala, Bonabéry, et aujourd'hui vous êtes le directeur médical de cette même formation sanitaire. Oui, effectivement. Voilà, et aujourd'hui nous avons encore des enfants
qui souffrent. Oui, c'est vrai que c'est tout de même des cas, je dirais, rares, mais qui sont possibles, quoi. Et là, on pourrait peut-être avoir des effets génétiques, congénitales, ou même des causes infectieuses, quoi. Donc, comme l'a dit Dr Ndouakep, au cours de l'émission, nous allons essayer, n'est-ce pas, de voir les différentes causes possibles et également entrevoir, n'est-ce pas, la thérapie possible, quoi. Très bien, merci. Merci également d'être là. Armand Api, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Monsieur Ndongo. Merci de m'avoir convié à cette émission. Toujours sensible chaque fois qu'on vous parle ou qu'on vous propose le sujet du jour et qui ça concerne véritablement. Je vous ai dit que c'était des enfants et vous dites ça vaut la peine de laisser ce que je fais pour venir sensibiliser. Oui, je pense que on ne le dira jamais assez. On a un grand besoin d'attention spécialisée concernant la santé mentale dans notre environnement. Et c'est quelque chose qui devrait être naturel dans les prestations en termes de services de santé. Donc quand l'occasion se présente et qu'on peut faire comprendre au public, aux bénéficiaires, l'utilité et l'importance d'une activité comme celle-ci, c'est une occasion à saisir. Vous êtes psychologue clinicien, je le rappelle simplement, et merci d'avoir accepté également cette autre invitation. Vous venez à peine de célébrer la journée de la fête des mères, et nous avons une seule mère sur ce plateau. Bonsoir, docteur Goking Patricia. Bonsoir, Monsieur Flavien. Et bienvenue. Merci. Vous êtes ophtalmologue à l'hôpital du district de Logbaba. Effectivement. C'est un hôpital qui n'avait pas encore ses spécialités. Exactement. Vous êtes la toute première. Effectivement, je suis la première ophtalmologue affectée à l'hôpital du district. Et comment ça se passe? Ça se passe très bien et je profite de l'occasion, si vous me le permettez, Monsieur Flavien, pour dire qu'à l'hôpital du district de Logbaba, nous avons un nouveau service d'ophtalmologie, un service nouvellement construit, nouvellement équipé. Donc le directeur de l'hôpital fait d'énormes efforts pour que les populations de Logbaba et ses environs aient des soins de qualité et à moindre coût. Voilà, et surtout qu'il y a beaucoup de cas d'ophtalmologie également dans cette zone. Exactement. C'est vrai, je suis le premier ophtalmo, mais le service existait déjà depuis environ 6 ans. Il était tenu par une infirmière spécialisée en ophtalmologie, elle tenait très bien le service. Donc maintenant qu'un ophtalmologue est là, il est normal que les soins soient rehaussés. C'est pourquoi nous avons un nouveau service. Alors maintenant, en tant que mère, vous avez également suivi le reportage et surtout le témoignage de cette maman qui dit avoir pratiquement tout vendu. Elle est prête à tout faire pour voir par la suite ses enfants en bonne santé, ce qui n'est pas une opération facile pour elle. Effectivement, en tant que maman, c'est difficile de supporter cela parce qu'avoir 2 enfants non-voyants, vraiment, ça fait vraiment mal. Et en tant que médecin, c'est encore plus déplorable, surtout qu'il s'agit de cécité évitable. Donc, qu'en 2021, on ait encore des enfants qui ont une cécité à cause d'une cataracte congénitale, vraiment, ça fait mal. Donc, au cours de l'émission, on aura l'occasion d'en discuter. Très bien. Alors, docteur Ndouakep Noël, prioritairement, on sait que cette femme, elle-même, elle a dit qu'elle n'a pas suivi les visites prénatales régulièrement, comme il se doit. Elle a essayé, peut-être elle a rencontré un médecin 1 ou 2 fois, l'échographie, pas du tout. Elle finit par mettre au monde le premier enfant, Emmanuel. Tous les problèmes sont réunis. Jusqu'aujourd'hui, Emmanuel ne marche pas, il ne parle pas, ne voit pas. Il n'a jamais vu la lune, encore moins le soleil. Voilà. Ça pose, n'est-ce pas, le problème du suivi des grossesses. Les visites prénatales ne sont pas souvent suivies et dans certains cas, effectivement, on a des conséquences comme celle-là. Dans le cas de nos 2 petits-enfants qu'on vient de voir, l'hypothèse qu'il y ait un problème infectieux durant la grossesse est probable.
Parce que quand on dit cataracte chez l'enfant, chez le nouveau-né, cataracte congénitale, on pense le plus souvent infection. Quelle infection? On appelle ça en pédiatrie les infections torches. Torche, ça veut dire qu'il y a quelques maladies bien identifiées qui causent ce genre de pathologie chez l'enfant. Il y a la toxoplasmose, il y a la rubéole, il y a la syphilis, il y a le CMV, l'infection à CMV qui est un virus, et les autres virus, ils sont nombreux. C'est des infections qui sont sévères chez la femme enceinte parce qu'elles causent des conséquences chez l'enfant. L'œil n'est qu'un des organes qui peuvent être touchés. Il y a aussi l'oreille qui peut être touchée, il y a le cœur qui peut être touché. Et le plus souvent, ces enfants ont en même temps un retard psychomoteur, dont ils ont une croissance et un développement perturbé. Et apparemment, comme on voit dans ce cas, ces enfants ne voient pas, mais on voit bien qu'il y a aussi le problème de croissance, de développement qui est retardé, aussi bien sur le plan moteur, donc s'asseoir, se lever et marcher, le plan moteur, que sur le plan psychique. Donc s'exprimer, parler, avoir une intelligence, pouvoir acquérir des connaissances. On se rend compte que ces enfants ont effectivement non seulement le problème oculaire, mais en même temps également ces problèmes de retard dans leur évolution psychomotrice. Donc l'hypothèse d'une infection torche pendant la grossesse vient en esprit. C'est la première hypothèse parce que ils ont le tableau clinique qui correspond à cela. Mais en même temps, pas exclure... Pour les deux enfants? C'est possible. Il y a un si premier, il y a une infection qui n'a pas été traitée, pensez-vous bien que ça peut se répéter sur les grossesses jusqu'à ce que on découvre qu'on traite l'infection. C'est des hypothèses qu'on donne. L'autre hypothèse qui vient en second lieu, c'est les maladies génétiques. Et sur ce plan-là, effectivement, on ne peut pas exclure la maladie génétique parce que deux enfants d'une même famille, quand même, ça fait réfléchir. Et ça fait qu'on doit demander à maman et au papa, est-ce qu'il n'y aurait pas un lien de consanguinité dans la famille? Parce que beaucoup de maladies génétiques, on va dire là, comme celle-là, sont dues au fait que dans les deux familles, si on remonte la généalogie, on se rend compte qu'il y a des liens de consanguinité. C'est une hypothèse. Même sans ce lien, il y a beaucoup de maladies génétiques qui se traduisent par des retards psychomoteurs et la cataracte. Donc les deux grands chapitres, les deux grandes possibilités, ce sont celles-là. Et il faudrait donc essayer de creuser un peu plus pour voir laquelle de ces hypothèses est la plus probable. Et il faut faire des investigations assez poussées. Il faut faire des enquêtes génétiques, ce qui n'est pas facile, enquêtes génétiques, et rechercher chez la mère, n'est-ce pas, si elle a des traces d'anticorps des différentes infections torches que j'ai eu à citer tout à l'heure là. Donc il faut creuser un peu plus, aller plus loin pour essayer de voir laquelle des hypothèses est probable, est possible. Et voilà les deux grands chapitres, les deux grandes possibilités que j'entrevois pour ces enfants-là. D'accord. Alors, Dr Yemi, la maman explique quand même que lorsque le premier enfant naît, le second naît également, on leur propose de faire l'électrophorèse pour savoir s'ils sont compatibles. Est-ce qu'à côté des infections torches, telles que Dr Joacheb évoque, ça peut être un problème génétique, selon vous? Avant de revenir sur le problème génétique, avant de m'appesantir sur le problème génétique, je vais revenir sur ce qu'a dit le docteur Joacheb. Et nous ne cesserons jamais de le dire. C'est la raison pour laquelle chaque fois que je suis sollicité pour venir dire quelque chose sur ce plateau, j'essaie de trouver un temps. Nous revenons encore là sur la prise en charge des grossesses. Vous avez suivi ses propos, elle a dit elle n'a pas fait tous les examens, pas fait toutes les visites. Le docteur Joacheb a essayé, n'est-ce pas, de développer cela. Il y a toujours un problème d'argent qui surgit. Il y a la prise en charge de la grossesse. Pour moi, ce n'est pas un problème d'argent. Parce que, bon, je ne voudrais pas être un avocat défenseur de l'État, non, mais il y a quand même des hôpitaux, n'est-ce pas, de district, les hôpitaux, l'hôpital La Quintini, bon, sans fausse publicité, n'est-ce pas, qui peuvent encore faire des... Ce n'est pas dans les cliniques, il faut parler dans une clinique, ça c'est clair.
Hein? Moi, je suis, excusez-moi de le dire, moi, je suis un médecin conseil. Je sais que, l'examen dans un hôpital public est différent dans une clinique privée ou bien dans un laboratoire privé. Hein? Un test de paludisme que vous ferez peut-être à 1000 francs dans un hôpital public, il va coûter 3600 francs CFA, disons 5200 francs CFA dans un laboratoire. Donc, il y a encore des hôpitaux publics, n'est-ce pas, ou même des hôpitaux privés confessionnels où on peut aller faire des visites prénatales. C'est très important. Et disons que là, si bien dit, il y a certains armées torches, quoi. Il a bien cité la rubéole, le chlamydia, la toxoplasmose. Si ça ne sont pas faits, il n'est pas exclu que lors de la naissance de ces enfants, qu'il y ait des problèmes. Maintenant aussi, qui a fait la visite? Elle n'a pas fait ses examens, d'accord, mais qui a aussi fait la visite? Et à entendre ces propos, vous voyez, c'est les marabouts, c'est les églises, est-ce qu'on s'est référé à un praticien? J'ai rien contre. À l'écouter quand même, on sait qu'elle allait chez les marabouts ou encore à l'église parce qu'elle n'avait plus de moyens. Chez les marabouts, on prend combien? C'est quand on a déjà tout dépensé chez les marabouts qu'on revient vers... c'est pas l'auteur Joachim ou bien ma consoeur Oftamo qui vont me le démentir. C'est quand on a tout dépensé chez les marabouts qu'on revient maintenant voir, entre guillemets, les vrais médecins. Et personne ne va me le démentir. Ça, c'est clair. Donc, revenons sur le problème génétique. Quand vous trouvez, lorsque vous allez chez un vrai professionnel de santé, je dis bien un vrai professionnel de santé dans la médecine moderne, quoi, on va vous interroger. Tu as bien commencé, bien entamé. Est-ce que dans votre... l'enfant vient du père et de la mère. Est-ce que dans la famille de la maman, du côté paternel ou bien du côté maternel, n'y a-t-il pas quelqu'un qui a des problèmes de cécité oculaire, hein? Alors, du côté de papa, papa aussi a deux parents, le père, la mère. N'y a-t-il pas quelqu'un qui a des problèmes oculaires? Et partant de là, n'est-ce pas, on peut... C'est vrai que là, maintenant, ça demande un coût. Mais partant de là, déjà, le gynécologue a tout le temps de préparer la maman et dire « Faites attention parce que vous avez des gènes qui peuvent entraîner ceci, entraîner cela. » Ce n'est pas seulement un problème de malvoyance, de cécité. Ça peut être un problème de surdité, ça peut être un problème d'élocution, par exemple. Donc, il y a beaucoup de pathologies qui peuvent découler de ce problème génétique. Donc, une prise en charge en amont est importante. C'est-à-dire voir un médecin, faire des examens tels que le médecin leur a demandé et suivre ces visites. Je pense qu'on pourrait éviter pas mal de pareils désagréments. Alors, Armand Api, est-ce que vous constatez en ces parents une sorte de déception, une sorte d'anxiété, une sorte d'espoir perdu? Mais, avant d'arriver à votre question, je pense que je vais revenir un peu en arrière. Donc, en évoquant quelque chose qu'on appelle généralement les comportements de santé. C'est-à-dire, c'est des choses que l'on fait qui peuvent protéger notre état de santé ou bien qui peuvent nous exposer à des quelconques problèmes de santé. Et ces comportements de santé peuvent concerner, ou bien ces comportements de santé peuvent être en lien avec notre alimentation, en lien avec notre qualité de sommeil, en lien avec même le fait d'aller, par exemple, rencontrer un médecin. Et l'avantage d'avoir ces comportements de santé
protecteur, c'est que ça nous préserve. Ça permet à ce qu'on fasse ce qu'on appelle la promotion de la santé. Et l'une des choses qu'il faut noter là-dedans, c'est déjà tout ce qu'on a dit ici concernant les consultations prénatales, mais aussi que même pendant ces consultations prénatales, qu'on essaie de mettre à disposition des mamans qui sont, ou bien des futures mamans, des gens qui peuvent les aider à gérer certains aspects émotionnels et certains aspects liés au stress. Parce que vivant par exemple dans la précarité, on est soumis à une charge de stress qui est permanente. Et ça peut être un facteur qui contribue, en plus des facteurs biologiques que les médecins ont relevés ici. Maintenant, les enfants sont nés. Le premier, je vais dire tourisme ou bien shopping thérapeutique que les parents ont fait démontre à suffisance qu'il y a eu une certaine usure, un certain épuisement sur le plan psychologique, sur le plan émotionnel. Parce que l'épuisement n'est pas simplement émotionnel, c'est aussi un épuisement financier parce que entre les différentes consultations, les premières sommes dépensées, après on se retrouve à court d'argent sans résultat et il faut aller rencontrer un tel tradipraticien, il faut écouter un tel voisin qui va dire il faut faire ceci, il faut faire cela. Ça fait que le parent est installé dans quelque chose de permanent, dans une forme de stress permanent, qui à la longue entraîne ce que l'on appelle généralement un burn-out parental. Ça veut dire que il y a une forme de brûlure de l'énergie émotionnelle des parents, de telle sorte qu'à un moment, ils n'ont plus de ressources. C'est pour ça que lorsque la maman dit qu'elle est fatiguée, ce n'est pas une invention, c'est une fatigue qui peut se ressentir sur le plan physique, c'est une fatigue qui peut se ressentir sur le plan mental, parce que si elle passe toute la nuit à réfléchir sur l'avenir des enfants, ça fait qu'elle n'aura pas le temps de trouver le sommeil. Et si elle ne dort pas, il n'y a pas de possibilité que le corps soit reposé, ainsi de suite. Donc il y a pas mal de choses comme ça qui peuvent entamer véritablement la qualité de vie de la famille. D'accord. Alors, docteur Gouking et Patricia, vous avez certainement consulté ces enfants. Effectivement. Ils souffrent de quoi concrètement? Bon, pour parler, on va commencer par le début. Donc, je crois qu'il faudrait qu'on revienne sur un certain nombre de notions, un certain nombre de définitions pour pouvoir comprendre en face de quoi nous sommes sur le plan ophtalmologique. La malvoyance, c'est quoi? La malvoyance, c'est une baisse de l'acuité visuelle inférieure à 3/10. À côté de la malvoyance, on a la notion de cécité. La cécité, c'est une baisse de l'acuité visuelle inférieure à 1/20. Alors, chez les enfants de cet âge, il n'est pas aisé de toujours évaluer l'acuité visuelle. C'est pourquoi chez eux, il y a une notion très importante à connaître et à définir. C'est la notion d'amblyopie. Ces enfants souffrent d'amblyopie. Qu'est-ce que l'amblyopie? L'amblyopie peut être définie comme étant une baisse plus ou moins sévère de la fonction visuelle due à une altération de l'expérience visuelle. Je m'explique. Quand un enfant naît, il ne vient pas avec toutes ses capacités visuelles. Autant l'enfant apprend à marcher, il apprend à parler, autant on apprend à voir. À voir aussi. Oui, on apprend à voir. Les facultés visuelles viennent progressivement avec le temps. C'est autour de l'âge de 6-7 ans que l'enfant acquiert la totalité de ses fonctions visuelles. Mais sinon, quand il grandit, il apprend à voir. Alors, pour que le développement de la fonction visuelle puisse se faire, il faudrait que l'organe visuel soit normal. Il faudrait que l'œil, le globe oculaire soit normal pour que le rayon lumineux puisse passer jusqu'à la rétine et activer les cellules de la rétine pour que le patient puisse apprendre à voir. Donc, s'il y a un élément qui vient entraver la structure du globe oculaire, le patient ne va pas apprendre à voir. Alors, nous sommes en face de deux enfants qui ont une cataracte congénitale. Quand on parle de cataracte, la cataracte, c'est quoi? C'est une opacification du cristallin. Le cristallin, c'est une lentille transparente qui est située dans le globe oculaire.
elle doit être transparente pour permettre le passage de la lumière jusqu'à la rétine pour que le patient puisse apprendre à voir. Mais là, on a des enfants qui naissent avec une opacification du cristallin. La maman, elle a constaté que la cataracte était là à 3 mois, mais vraisemblablement, cette cataracte était là depuis la naissance, voire depuis le ventre maternel. Donc, quand l'enfant arrive au monde, tout est bloqué, la lumière ne peut pas passer, cet enfant ne peut pas apprendre à voir. En face d'une cataracte bilatérale, la prise en charge doit être immédiate pour justement éviter l'amblyopie. Parce que le problème de l'amblyopie est que c'est une baisse de la vision qui est irréversible. Elle ne peut pas être corrigée quand elle est déjà installée. C'est pourquoi pour l'ophtalmo, l'amblyopie est quelque chose de vraiment dramatique. Donc quand on fait le diagnostic d'une cataracte congénitale bilatérale, il faudrait que la chirurgie se fasse le plus tôt possible. Le premier enfant a été opéré à 10 mois. C'est-à-dire pendant 10 mois, l'enfant a une privation complète, n'a rien reçu, c'est-à-dire il n'y a pas eu d'activation, rien. Donc même si la chirurgie est faite, l'enfant ne peut pas voir simplement parce qu'il n'a pas appris à voir. Donc c'est ça qui explique le fait que cet enfant ne voit pas malgré la chirurgie. Et malheureusement, c'est ce qui risque de se passer pour le frère cadet qui a déjà 10 mois, n'a toujours pas été opéré de sa cataracte. Donc vraisemblablement, on est en face d'une amblyopie extrêmement profonde. Alors, tout part de quoi ou de qui en ce moment-là? Puisque lorsque l'enfant naît quand même, les médecins qui accueillent l'enfant pouvaient certainement le constater. Il était possible à la naissance? C'est vrai qu'il est possible. En fait, de plus en plus, nous demandons aux médecins d'envoyer systématiquement les enfants chez l'ophtalmologue pour la consultation. Tout dépend déjà de où est-ce que la dame a accouché. Est-ce qu'elle a accouché dans une structure sanitaire normale? Est-ce que c'était dans un centre de santé au quartier? Moi, j'ai interrogé la maman ce matin. Et l'histoire que j'ai prise ne m'a pas convaincue du tout. Parce que quand elle me parle, par exemple, du deuxième enfant, elle a eu une souffrance fœtale, une fièvre pendant l'accouchement. Quand elle a accouché, après on lui a demandé de rentrer à la maison. C'est elle-même qui décide d'aller voir un pédiatre dans un autre hôpital. Donc ça se demandait, est-ce que c'était une structure hospitalière conventionnelle? Donc, bref, c'est pas évident. Alors, Armand Api, on a écouté également ce développement et en même temps, ça me revient à l'esprit que la mère disait tout à l'heure qu'elle a rencontré des pédiatres et après l'accouchement. C'est un peu comme le médecin a introduit, le docteur Goking, qui dit qu'elle prend sur elle alors qu'elle aurait dû bénéficier des conseils de ce médecin qui a accueilli l'enfant en premier. Je pense que en écoutant le développement de l'ophtalmo tout à l'heure, on comprend que le premier diagnostic du pédiatre a été faussé parce qu'il n'a pas pu voir le problème qui était là depuis. Et c'est logique, la réponse qu'il donne derrière va à l'encontre de ce qu'on aurait voulu voir, puisqu'on aurait voulu entendre. Mais est-ce qu'on va dire qu'on est là en face d'une erreur médicale ou bien je pense que oui, peut-être. Donc peut-être c'est aux médecins de dire ce genre de choses, mais en écoutant et en regardant comment est-ce que les fonctions sensorielles évolue et se développe chez les enfants, effectivement, il n'y a aucun comportement chez un individu ou bien aucune fonction qui arrive étant déjà suffisamment développée. Ça se met sur pied progressivement en suivant une certaine trajectoire. Donc du coup, s'il y a un élément qui fausse la trajectoire au départ, celle-ci peut complètement basculer. Donc peut-être la première erreur a été ce premier diagnostic à 3 mois manqué. Est-ce qu'à ce moment-là, on pouvait déjà faire quelque chose? Est-ce qu'il n'aurait pas été bon en ce moment de peut-être refaire l'enfant chez
un ophtalmo ou bien un spécialiste de la pédiatrie ophtalmologique, des choses comme ça. Donc je pense que voilà, cet aspect médical aussi est à interroger. Alors pour comprendre, Dr Yemi, à quel moment on constate que l'enfant, le nouveau-né, peut déjà voir des signes? À quel âge? 2 semaines, 1 mois ou 2 mois? Bon, alors, je pense qu'il serait un peu difficile de dire à terme parce que chaque enfant a ses capacités. Mais Dr Cooking l'a si bien dit, quand l'enfant naît, tous les sens se développent. Vous comprenez un peu? Il y a des enfants bon, qui ont fait peut-être leur premier mot à, je ne sais pas, à 6 mois, je ne sais pas, d'autres qui vont faire à 5 mois, d'autres qui vont faire à 4 mois. Ça dépend de chaque enfant, vous comprenez un peu. Mais dire que, non, c'est un peu difficile de donner une réponse exhaustive, quoi. Mais il faut plutôt, comme l'a dit Dr Cooking, tout, c'est dès le départ. Si la prise en charge à l'entame n'a pas été bonne, ça fausse tout. Vous comprenez un peu? Parce que, et comme elle le dit bien, est-ce que quand l'enfant est né, il y a eu une consultation pédiatrique en bonne et due forme? Ça, je doute un peu. Elle a si bien dit, l'enfant est né où? Donc là, nous vivons la précarité qui nous pousse à dire que tout a été fait dans la précarité. Que ce soit les visites prénatales, que ce soit la prise en charge pédiatrique, tout a été fait, n'est-ce pas, dans la précarité, je dirais, absolue. Parce que on ne peut pas me dire qu'un enfant naît, il y a eu souffrance fœtale, il y a eu la fièvre et on vous demande de partir. Je trouve ça un peu bizarre. Hein? Donc, sûrement, c'est dans un centre de santé du quartier. Il y a eu une blouse blanche à côté, n'est-ce pas, qui a pris... c'est pas le Dr Cooking ou bien le Dr Jago qui vont me démentir, parce que nous tous, nous sommes des blouses blanches. Et pauvres de nous, médecins, n'est-ce pas, qui avons pratiqué ou alors qui avons étudié l'art de la chose, quoi. Pauvres de nous. Mais nous sommes tous des blouses blanches, quoi. Donc, l'enfant est né dans un centre du cadre. Attention, je n'accuse pas la maman, hein. Je ne suis pas en train, entre guillemets, d'insulter, non. Mais je dis la précarité dans laquelle nos sœurs, nos frères vivent, nous poussent, n'est-ce pas, à faire certaines choses, quoi. Donc, dire à quel moment est-ce qu'on peut, ça dépend de chaque enfant. D'accord. Et je pense que Dr Cooking peut encore apporter une explication assez plausible à la question. Oui. Justement, parce que les parents qui nous regardent veulent aussi comprendre. C'est vrai que parfois, à 3 mois, on fait des petits gestes à l'enfant, on voit comment les yeux balancent en fonction du mouvement. Ça peut être à quel âge? 3 mois, 2 mois, ainsi de suite. Effectivement, autour de 6 à 8 semaines, l'enfant doit pouvoir suivre le visage de la maman. L'enfant doit pouvoir suivre les objets qui se déplacent autour de 6 à 8 semaines par là. C'est-à-dire on peut percevoir si l'enfant voit ou alors s'il ne voit pas, autour de 6-8 semaines. Et habituellement, les mamans, elles s'en rendent compte. Les mamans sont souvent assez attentives à cela. Il y en a qui arrivent à l'hôpital même à 6 semaines. Elle te dit vraiment, docteur, mon enfant ne suit pas. C'est nous qui rassurons la maman, non, il faut patienter, ça peut varier d'un individu à l'autre. Mais généralement, à 6-8 semaines, l'enfant reconnaît le visage de la maman et suit son visage, suit les objets qui se déplacent. Donc, si après cette date-là, le parent se rend compte que l'enfant ne suit pas, là, il faudrait s'interroger. Oui. Alors, docteur Jacques, vous avez certainement quelques précisions à apporter aussi. Vous qui êtes au quotidien justement avec ces enfants, après la naissance, est-ce qu'il est facile de déceler tout de suite les problèmes neurologiques d'abord pour l'enfant et en plus ce qu'on évoque ce soir, qui est
un problème de l'affection oculaire. Voilà, avant de répondre à votre question, je vais faire 2 petites précisions. Le docteur Booking a dit tout à l'heure qu'elle a interrogé la maman. Il y a eu un problème de souffrance fœtale, de fièvre, etc., qui n'ont pas été pris en charge. Il n'est pas exclu qu'un trait en cache un autre. Cet enfant peut avoir eu deux problèmes, parmi lesquels une infection néonatale qui est passée inaperçue, qui va encore aggraver son problème initial. Ça, c'est ce que je vais donner comme précision. Donc, il est possible que l'enfant ait 2 facteurs qui se surajoutent pour aggraver son tableau clinique. L'autre chose à dire, c'est que je ne serais pas très affirmatif pour dire que, comme M. Api, que le diagnostic était raté au départ. Il faut être très prudent parce qu'il faudrait revoir le contexte dans lequel l'enfant a été vu, à quel âge, et qui l'a vu. Est-ce un pédiatre, est-ce un médecin généraliste, est-ce un infirmier, une infirmière, et voir même dans quelles circonstances l'enfant a été vu. Donc je ne serais pas très affirmatif. Je serais peut-être un peu plus prudent pour affirmer la prise en charge est défectueuse. Par rapport à ta question, je confirme ce que le docteur Rouquin a dit, c'est-à-dire que dès 6 semaines, même si à la naissance on n'a pas pu voir des choses se passer, dès 6 semaines, si l'enfant vient à ses rendez-vous post-nataux, dès 6 semaines, l'enfant peut déjà être suspecté de problème de voyance. Parce qu'à cet âge-là, l'enfant peut déjà fixer au moins d'abord le regard de la mère. L'enfant accroche le visage de la mère à 6 semaines. 6 semaines, c'est un âge assez moyen. Ça peut être un peu plus tard, un peu plus tôt, mais 6 semaines, c'est une moyenne. Après la mère, après le visage humain que l'enfant fixe, et même suit, l'enfant bouge le regard, l'enfant suit du regard. Ça, c'est vraiment les premiers éléments qui montrent que l'enfant est en train de voir. Et après, il y a maintenant la lumière. Vous torchez la lumière sur l'enfant. L'enfant suit la lumière, vous bougez, il bouge, vous bougez dans l'autre sens, il regarde. Voilà les 2 premiers indices qui montrent que l'enfant a un problème, enfin, a une vision qui est à peu près correcte. Donc, et il veut aussi dire un mot sur le suivi postnatal. On a toujours dit que les enfants, même en santé, doivent avoir des rendez-vous réguliers chez le pédiatre. C'est pour dépister certaines pathologies qui passent parfois inaperçues. Et justement, cette question, je venais à vous la poser. Voilà. Après combien de temps on peut penser que l'enfant est sorti peut-être du danger? Lorsque l'enfant est né, la maman fréquente de façon régulière le pédiatre. Et après combien de temps on peut penser que ça va déjà? Au moins jusqu'à 2 ans. La naissance à 2 ans, l'enfant doit avoir des rendez-vous réguliers chez le pédiatre tous les 2 à 3 mois. À la naissance, d'abord, bien sûr, comme c'est le cas. Et puis à 6 semaines, 2 mois maximum. Et puis à 4 mois, puis à 6 mois, puis à 9 mois, puis à 12 mois, puis à 18 mois. Et à 2 ans, s'il n'y a pas de maladie dépistée, s'il n'y a pas une anomalie qu'on a dépistée, on peut estimer que cet enfant, qui est déjà en pré-maternelle, on peut estimer que l'enfant s'y va bien. Et donc, vers 2 ans, 2 ans et demi, on arrête le suivi de l'enfant pour voir, enfin, pour laisser évoluer normalement comme tout enfant. Donc 2 ans, 2 ans et demi, on peut arrêter s'il n'y a rien qu'on a découvert entre-temps. Au moins 2 ans, voire 2 ans et demi. Donc chez le nourrisson, parce qu'à partir de 3 ans, 2 ans, 3 ans, c'est déjà un enfant c'est un enfant déjà. Et il peut déjà être en pré-maternelle ou à la crèche ou en maternelle, ça dépend des cas. Donc de 0 à 2 ans et demi, voire parfois 3 ans, l'enfant doit être suivi régulièrement chez le pédiatre ou chez le médecin généraliste, en tout cas chez un personnel de santé expérimenté sur la pédiatrie, pour dépister éventuellement toute possibilité qu'il y ait une anomalie dans son suivi, dans son développement psychomoteur. C'est parce que vous êtes neuropédiatre que je vous pose la question, et c'est pour ça que vous êtes invité. Ces enfants qui n'ont pas que ces problèmes, ces acuités visuelles, ont également des problèmes neurologiques. Oui. Voilà, donc dans les 2 cas que j'ai dit tout à l'heure, dans les 2 cas de possibilité, dans les 2 cas de col, c'est-à-dire que les problèmes génétiques ou même les problèmes infectieux, les 2 possibilités entraînent un retard psychomoteur. Quand l'enfant a un problème génétique qui est causé sur sa cataracte, il aura un retard psychomoteur. Si c'est un problème infectieux, les infections de torche, très souvent aussi un retard psychomoteur. Dans les 2 cas, l'enfant sera suivi et quelle que soit la cause retenue, on s'attend à ce qu'il y ait ce retard. L'enfant doit être aidé, suivi pour l'accompagner, pour permettre d'évoluer, de progresser, de rattraper le peu qu'il peut rattraper au niveau de son suivi, n'est-ce pas, au long cours. Dans les 2 possibilités, entraînent
non seulement la cataracte ou bien le problème de vision, mais aussi un retard dans son développement psychomoteur, dans la motricité et le psychisme, le problème, problème mental. Voilà, et ils doivent être suivis, n'est-ce pas, de façon renforcée, même au-delà de 2 ans, dans ce cas. D'accord. Alors, Armand Api, lorsque vous avez un plateau comme celui qu'on venait d'évoquer, ces multiples maladies pour une seule personne, ou alors des parents qui ont des enfants, 2 enfants carrément, qui ont ces problèmes, on comprend bien que c'est un trauma pour ces enfants et pour les parents en même temps. Parce qu'il faut s'occuper d'eux au quotidien. La mère a dit, elle est prête à tout donner pour voir ses enfants debout et marcher comme d'autres, ou alors les enfants de leur âge. Oui, mais effectivement, il faut déjà essayer de comprendre l'impact de ces différentes affections sur le développement des enfants dans différents domaines, que ce soit sur le plan de la motricité, que ce soit sur le plan cognitif, que ce soit sur le plan affectif. Et il est démontré que les perturbations de la vision, bien des fonctions visuelles, ont un impact sur le développement moteur, sur le développement cognitif et sur le développement affectif. Maintenant, sur le plan affectif, si on interroge par exemple la relation entre la mère et le bébé, c'est-à-dire cette parentalité, on se rend compte que la mère ne parvient pas à communiquer avec son enfant, elle ne parvient pas à échanger avec lui, et ça fait que il y a un sentiment de quelque chose qui manque dans cette relation parent-enfant venant du côté de la mère, ou bien dans cette maternisation, bien dans cette maternité que la mère a idéalisée lorsqu'elle était enceinte, lorsqu'elle idéalisait son bébé. Elle se dit, voici le genre d'enfant que je veux avoir, je souhaite qu'il soit comme ça, je vais l'éduquer de telle façon, et ainsi de suite. Lorsqu'il naît, qu'elle rencontre ces difficultés, ben, il y a ce lien-là d'abord qui est brisé, il y a ce rêve-là qui est brisé, et elle doit faire face à la réalité. Alors, elle dit par exemple que j'ai fait 2 enfants qui n'ont jamais vu mon visage, encore moins le visage de leur papa. Bien sûr, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à vivre pour elle, parce que ça témoigne ce sentiment de quelque chose qui manque, de quelque chose qu'elle aurait aimé avoir, quelque chose qu'elle aurait voulu avoir, et quel est le sentiment qui est en train de lui échapper. Maintenant, quelle est la détresse que cela crée derrière? Par exemple, je dis, c'est quelque chose de difficile, est-ce que je suis prête à revivre ça? Et je leur ai entendu dire sur ce plateau qu'ils sont plus prêts, par exemple, à faire une autre grossesse ou bien un autre bébé. Même si, justement même si le papa a dit que la mère veut avoir une fille pour être aussi fière comme lui, quoi. Est-ce que le désir de ce bébé-là, c'est pour combler le vide qui est créé, laissé par ces 2 bébés qui ont des difficultés développementales? Donc ça, c'est des choses à interroger pour comprendre. Pour faire le second enfant, elle dit que le praticien lui a demandé de faire le second parce que ça devait être la solution au premier. Et ça n'a pas été le cas. Il y a différentes formes de traitements qui existent. Et chacun propose son traitement en fonction de ses compétences. L'autre compétence que certains ont eue dans la solution, ou bien dans la solution apportée par rapport au problème, c'était qu'il fallait abandonner l'enfant, par exemple, devant une église, l'abandonner. En fait, c'est des solutions. Mais est-ce que ces solutions sont toujours efficaces? Est-ce qu'elles aident vraiment à résoudre le problème qui est posé? Donc, je ne sais pas sur quelle base le travail praticien s'est appuyé pour donner cette affirmation, mais je pense qu'il serait bon déjà d'évaluer sur le plan médical pour comprendre ce qui s'est passé. Il serait bon d'évaluer sur le plan neuropsychologique pour comprendre où les enfants en sont en termes de développement, parce que c'est vrai, ils ne marchent pas, c'est vrai, ils ne parlent pas, c'est vrai, ils ne voient pas.
mais quel est l'impact que cela a sur leur développement de manière globale. Et plus le temps passe, plus rien n'est fait en termes éducatifs, plus l'écart se crée entre le développement réel de l'enfant et le développement qu'on attendrait par rapport à leur âge. Voilà, donc par rapport à leur âge chronologique. Donc je crois que c'est là où il faut actuellement porter l'attention. Alors, Dr Yemi, on arrive là à vivre quelque chose de grave parce que déjà que Emmanuel, qui est le premier enfant et qui a 3 ans aujourd'hui, ne peut pas s'asseoir hors du pot qui le contient toute la journée. C'est le sommeil qui amène les parents à le retirer de là. En temps normal, il passe toute la journée. Ça a également un impact sur son développement. Bien entendu. Parce que là, comme tu as si bien dit Flavien, parce que là, non pas seulement un cas de... Alors, là, il va falloir que je dise quelque chose de bien à côté de l'ophtalmo. Nous avons un cas de cécité, c'est ça? Ok, un cas de cécité. Alors, ce n'est pas seulement un cas de cécité, mais là également, il y a un cas neurologique. On pourrait également ajouter, je passe sous le contrôle du Dr Joachep, la kinésithérapie. D'accord? Il ne faut pas seulement que la mère puisse se focaliser sur le problème visuel. C'est également un enfant qui doit avoir une consultation du neurologue, pour ne pas dire du neuropédiatre, à qui on pourrait adjoindre un kinésithérapeute. Et ça, c'est très important parce que là où il est assis, il y aura la déformation de la colonne vertébrale, par exemple, ou bien du bassin, et il peut grandir, n'est-ce pas? Il ne faut pas seulement regarder son problème de motricité, non, mais je pense que c'est également un enfant alors, des enfants qui doivent faire appel à une pluridisciplinarité, quoi. Donc, ce n'est pas seulement un problème de cécité, ou non. C'est un enfant qui doit être vu par autres praticiens. Et il y a quelque chose qui me vient en idée avant que je n'oublie. Elle a dit, Dr Joachep Cooking, que elle allait voir une grand-mère parce que cet enfant avait la rate. C'est un problème. Bon, c'est pas ce que serait certainement la cause sur de le ce plateau, mais faisons attention. Toute personne qui naît a une rate. Nous qui sommes là au plateau et ceux qui sont derrière nous, chacun a une rate. Et avoir nous appelons ça, je pense, docteur Joachep, c'est une splénomégalie. L'augmentation du volume de la rate, qui en fait se soigne, comme on dit au village, chez les Blancs. C'est le fait d'avoir une splénomégalie peut amener le médecin à penser à autre chose et qui, naturellement, trouve un traitement. Donc, c'est un enfant qui doit être revu, non seulement par l'ophtalmo, le neuropédiatre, un pédiatre. Donc, c'est un enfant, n'est-ce pas, qui... Donc, le fait d'être assis pendant des heures, et c'est le sommeil qui va l'amener, alors qui va amener la maman à le mettre sur son berceau, bien sûr, le lit. C'est pas seulement ça. Donc, il doit être vu par d'autres confrères, n'est-ce pas, pour espérer. Même si l'enfant grandit et ne voit pas, nous avons des malvoyants, Flavien, nous avons des malvoyants qui sont... Bon, ce n'est pas le souci d'un parent, mais nous avons des malvoyants qui sont opérationnels. C'est vrai que c'est un peu difficile, mais si ils ont une baisse ou alors une perte de vue, mais il y a d'autres sens qui se développent. Ça, il ne faut pas l'oublier. Ça peut être l'odorat, ça peut être lui. Quand on perd un sens, l'autre se développe. Donc, il faut clairement essayer un peu de voir ça. Et on ne va jamais cesser de dire, aller à l'hôpital. Je n'ai rien contre les praticiens, contre cette grand-mère du quartier qui stocke 10 000 ans qu'il y a la rate. Et après, vient encore dire que c'est la fontanelle. Il faut encore vouloir 10 000. Pourtant, cette pauvre dame n'a pas... Non, faisons un peu attention et soyons... comme on dit, même Dieu nous voit. C'est le docteur Booking, ça... Oui.
Même Dieu nous voit. Alors, pour comprendre un peu, puisque ce jeune couple est venu sur ce plateau pour avoir une idée précise de ce qui pourrait entraîner ces pathologies que l'on découvre ou que l'on essaie d'évoquer ce soir. Ces deux enfants qui ne parlent pas, qui ne marchent pas, qui ne voient pas. Il y a au moins quelque chose qu'on peut faire. Il s'agit de quoi, par exemple? On aborde là déjà la prise en charge, peut-être. Naturellement. Et avant la prise en charge, il faut d'abord investiguer, faire le point, éventuellement mettre un nom sur cette pathologie. Donc, dire quel est le diagnostic causal, quelle est la cause. Et pour le faire, il faut beaucoup d'investigations. Parmi ces investigations, il y en a une qui est très importante et qui est peut-être nécessaire, c'est l'IRM cérébral. L'IRM cérébral va nous dire au moins au niveau de la morphologie du cerveau, au niveau de l'aspect anatomique, s'il y a des choses qui ont été mal faites, qui n'ont pas été bien faites au niveau de leur développement. L'IRM est important pour voir s'il y a des malformations, s'il y a des tumeurs, s'il y a des masses, s'il y a des anomalies dues à un manque d'oxygène, etc. Surtout que l'on a souffert à la naissance. Donc l'IRM est importante. Et réinterroger la mère, revoir ses bilans prénataux qu'elle a fait, réinterroger, n'est-ce pas, l'arbre généalogique, la famille, s'il y a des cas de cystite dans la famille, comme on a dit tout à l'heure, voir s'il y a des lignes de consanguinité. Il faut faire toute une prise en charge d'abord globale, afin de voir si on peut étiqueter cette pathologie. Ce n'est qu'après cela qu'on peut donc envisager les différentes possibilités thérapeutiques. Et effectivement, ce n'est pas l'affaire d'une seule personne. Même si le neuropédiatre est au centre, il doit se faire un peu par plusieurs autres intervenants. Et quand le docteur Yemi parle de kinésithérapeute, il me renforcer en disant beaucoup plus et surtout un psychomotricien. Parce qu'à cet âge-là, les enfants, qu'ils soient faibles, donc hypotoniques ou bien hypertoniques, c'est le psychomotricien qui va essayer de rééquilibrer les choses avec des techniques qu'ils ont apprises à l'école pour rendre l'enfant, s'il avait un tonus faible, comme il l'a dit, renforcé, c'est plutôt très très renforcé, on régularise, on le normalise afin qu'il puisse évoluer normalement dans sa croissance. Il y a aussi, il peut y avoir des médicaments à apporter, ça c'est clair, mais ce n'est pas la plus importante des choses. Donc, avoir un diagnostic d'abord, et à partir de là, envisager les différentes pistes de prise en charge qui est sûrement pluridisciplinaire. Ça c'est clair. Mais l'IRM est vraiment très important. L'enquête génétique, comme je l'ai dit, n'est pas évident, mais il faut au moins faire l'interrogatoire. Les choses comme les cariotypes, etc., ce serait bien de le faire, mais ce n'est pas toujours facile parce que parfois on prélève, on va en Europe, ça prend du temps, ça coûte très très cher. Donc, mais en cas de besoin, il faudra y penser aussi pour voir si le côté génétique n'est pas le côté qui est en cause. Et puis les suivre au long cours, les accompagner. Et au niveau du pronostic, je suis un peu réservé, mais même si l'enfant ne voit pas, on peut très bien l'amener à avoir une vie quasi acceptable, quasi normale. La voyant, la vue, surtout si la cause est uniquement au niveau de l'organe visuel. Parce que si le reste du cerveau, au niveau du cortex cérébral, il n'y a pas de lésion, il n'y a pas de problème, ça veut dire qu'il peut avoir une croissance à peu près acceptable. Donc, se développer de façon à peu près acceptable. Mais si c'est trouve que le cerveau, en arrière, a des problèmes, ça sera plus difficile. Donc, le seul bilan va nous dire de faire, de quoi les questions et faire éventuellement un pronostic. Un pronostic, on ne peut rien dire à ce stade-ci par rapport au pronostic. D'accord. Donc, il y a un bilan à faire, docteur Gouking Patricia, sur le plan des affections oculaires. Qu'est-ce qu'on devrait faire concrètement dès demain? Qu'est-ce que la famille doit faire? Pour les enfants, pour ces enfants, puisque ce sont eux qui nous rassemblent ici ce soir. Bon, sur le plan oculaire, comme je l'ai dit, malheureusement, nous sommes en face d'une cécité, d'une amblyopie, une cécité qui est là, qui est installée. Donc, le suivi psychologique des parents ici est très important parce qu'il faudrait qu'on les amène à accepter et à comprendre que sur le plan visuel, vraiment, ce serait difficile pour les enfants de pouvoir récupérer quelque chose. Donc, il y a possibilité
il y a des associations qui existent dans ce sens-là, pour accompagner les parents, pour accompagner les enfants qui ne voient pas. Donc, sur le plan ophtalmo, pour l'instant, c'est tout ce qu'on peut faire. Les amener à accepter. Parce que quand l'amblyopie est là, comme je l'ai dit, il n'y a rien à faire. On va simplement accepter et les préparer pour la suite, pour que ça n'arrive pas, ça n'arrive plus. S'ils veulent encore avoir des enfants, il faudrait qu'on fasse tout pour que cela n'arrive plus. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est leur parler. Donc là, le psychologue va jouer un rôle vraiment très important. Donc, on peut développer d'autres sens aussi, en dehors de... Exactement. Et je pense qu'il serait important qu'il consulte également un ORL, parce qu'on pourra avoir des troubles de l'audition aussi associés à cela. Donc, l'ORL devrait être associé à cette prise en charge aussi. D'accord. Alors, on comprend qu'il y a un gros du travail à faire. On peut déjà élaguer en côté. Docteur Jacket, on se concentre sur le volet neurologique et autres. Oui, j'ai dit que, je l'ai dit tout à l'heure, cherchons à mettre une cause sur la pathologie. Faisons un bilan des lésions, un bilan des anomalies associées, comme le docteur a dit, une voie ORL, excusez-moi, et aussi le cœur, voir c'est pas un peu au niveau du cœur également, faire une IRM, faire éventuellement un cariotype, enquêter au niveau génétique, et puis faire une synthèse. À partir de là maintenant, on peut faire un pronostic, mais on doit après tout les suivre au long cours. Il y a le côté, j'ai dit, le côté psychomotricien, le côté médicamenteux éventuellement, le côté psychologue, surtout pour les parents, et surtout l'accompagnement. Quand même on aurait un pronostic réservé au niveau oculaire, c'est pas que tout est compromis. Il y a des gens qui sont malades mais qui réussissent à avoir une évolution à peu près acceptable et qui s'intègrent. Donc c'est un processus qui sera long et fastidieux, mais il ne faut pas perdre espoir et perdre patience. Il faut garder l'espoir raisonnable, tout en évitant, n'est-ce pas, un optimisme béat, quoi. C'est-à-dire, comme on le voit, l'hypothèse que l'œil là soit récupérable entièrement n'est pas très très grande. Oui, donc on va chercher à récupérer ce qu'on peut récupérer, l'aider à progresser sur les autres systèmes et les accompagner, les suivre. Vous allez leur ouvrir vos portes, par exemple? Les cas sociaux qu'on a souvent eu ici sont toujours pris en charge, enfin, sont chez nous sans aucun problème. C'est les cas sociaux dont nous sommes le maternité sociale. Nous sommes prêts à leur ouvrir nos portes, même pour la prise en charge au plan médical, au plan neuropédiatrique. Et bon, au niveau de l'investigation, c'est autre chose, mais la consultation, le suivi, chez moi, c'est acquis que ces enfants sont les bienvenus chez moi. D'accord, c'est déjà une bonne nouvelle pour ce soir, la toute première. Docteur Yemi, de votre longue expérience avec des enfants, qu'est-ce qu'on peut faire pour ces deux enfants? Il y a beaucoup comme ça dans la nature. On sait bien qu'ils n'ont peut-être pas eu la possibilité de venir sur ce plateau, mais les parents sont informés. Je ne sais pas si je vais juste me répéter, parce que Dr Gooking et Dr. Ça vaut la peine de le faire aussi. Jacob l'ont déjà dit. C'est souvent dur de dire certaines choses, quoi. Mais Dr Gooking a eu le courage de dire ces choses que je me retiens de pouvoir le dire, quoi. Mais il est difficile. Hein, comme l'a bien dit, ça c'est avoir un optimisme béat, c'est faire répéter les mêmes termes. Alors quand on a une pathologie comme celle-là, je pense que la place c'est un peu beaucoup plus aux psychologues, hein, pour essayer d'accompagner. Il faut un accompagnement, n'est-ce pas, pour beaucoup plus pour les parents, hein, pour les parents. Et bonne nouvelle quand même, d'après ce qu'a dit Dr Gooking, qu'il y a des groupes, hein, des groupes là où il y a des causeries, bon je ne vais pas utiliser le terme de causerie
éducatives, mais il y a des causeries, n'est-ce pas? Il y a un certain accompagnement. Quand on est ensemble, on supporte mieux la douleur que quand on est seul. Donc, si on retrouve autre chose, chacun partage son expérience et ça peut aider, n'est-ce pas, les uns et les autres. Donc, il faut, comme j'ai dit, c'est des cas où il faut un staff pluridisciplinaire, voire un cardiologue, voire un ORL, voire un psychomotricien. Après qu'on ait eu à faire tout ce cocktail-là, on peut maintenant poser un diagnostic. Et partant donc de ce diagnostic, on peut voir comment accompagner, pas seulement les enfants, mais aussi les parents. D'accord. Et Armand Api, sur le plan psychologique, la prise en charge carrément revient en grande partie. On comprend bien. Les parents ont besoin de ça. Bien sûr. Pas seulement ces parents qui sont en détresse, beaucoup de personnes ont grand besoin d'être prises en charge sur le plan psychologique. Mais pour un suivi de qualité des différents traitements qui peuvent être mis sur pied pour l'enfant, il faudrait que les parents soient dans les dispositions psychologiques. Parce que si eux restent enfermés dans la détresse, dans la douleur, ben, ils n'auront pas le bon réflexe, n'auront pas le bon comportement qui est attendu dans ce périple thérapeutique-là. Parce que s'il faut aller voir, par exemple, un kiné, après aller voir le psychomotricien, après aller voir un médecin, ça demande quand même un certain engagement, une certaine motivation qu'on ne peut ne pas avoir si on reste enfermé dans le psychotrauma, dans la douleur et tout ça. Donc le rôle du psychologue là est vraiment le bienvenu parce que son travail consistera à diagnostiquer le problème qui est présent, à l'évaluer pour voir l'intensité et à proposer une solution qui aiderait le parent à être plus calme, à être plus posé, à être plus réfléchi et à pouvoir prendre les bonnes décisions. Et ça, c'est vrai que les groupes de parole, ça aide énormément de savoir que les gens qui sont dans la même situation que moi peuvent m'apporter quelque chose en termes de partage de charges, etc. Mais moi, je sais que quand on a le palu, il faut faire soigner son palu. Très bien. Merci Armand Api, vous êtes psychologue clinicien. Merci d'être venu sur ce plateau partager avec nos chers téléspectateurs et surtout que c'est un programme qui se veut pédagogique et même didactique. Et je vous souhaite de passer une très belle soirée. Docteur Gouquin, Patricia, voilà. Nous sortons de l'émission. Un conseil, juste un conseil pour les parents qui nous regardent. Un conseil, je crois qu'on ne le dira jamais assez. Les consultations prénatales, c'est important. Ça permet d'éviter toutes sortes de problèmes. Vraiment, c'est important de bien suivre les consultations prénatales, de faire toutes ces visites, de faire tous ces examens. Quand l'enfant naît, nous les parents, nous devons observer nos enfants. S'il y a le moindre souci, ne pas hésiter à aller à l'hôpital. D'accord. Merci. Vous êtes ophtalmologue et vous travaillez pour l'hôpital du district de Lobaba. Merci d'avoir accepté notre invitation. À vous également, docteur Jacob Noël, pédiatre et neuropédiatre également. Oui, un petit mot pour dire que, effectivement, l'enfant qui est apparemment en santé doit avoir ses visites chez le pédiatre régulièrement, de 0 jusqu'à 2 ans et demi, 3 ans. Il ne faut pas oublier que l'enfant qui est en santé est parfois un enfant qui s'ignore. Donc, l'enfant doit être suivi. Avant, on parlait des PMI. À l'époque, maintenant, c'est les hôpitaux de district comme que nous avons, les hôpitaux régionaux, hôpitaux de centres de santé intégrés, etc. L'enfant doit être suivi jusqu'à 2 ans et demi au minimum, même s'il n'a pas de problème de santé. D'accord, merci. Voilà. Merci également d'être venu. Docteur Yemi, 30 secondes, c'est pour partir. Rapidement, avec ta permission, Flavien, je voudrais juste c'est une émission Regard social, je vais juste porter à l'attention du public que le 14 juin, il y a un don de sang qui doit se faire à l'hôpital Sébec de Brazzaville parce que l'hôpital Sébec doit ouvrir sa première banque de sang.
On sait que c'est sur l'axe accidentogène, comme on dit. Bien entendu. Donc nous avons beaucoup de problèmes, n'est-ce pas, de sang. Et si parfois nous perdons des patients, c'est parce qu'il y a ce problème de manque de sang. Donc s'il y a des âmes de bonne volonté qui peuvent venir donner un peu de leur sang, pour sauver des vies aussi. Et puis rehausser le travail que le docteur Youm est en train de faire. Je pense que ça ferait beaucoup de bien pour la zone de Bonabéry. Merci. Merci à vous, docteur Yemi Racine, donc médecin généraliste et avec une longue expérience dans la prise en charge des enfants. Merci. Et nous allons vous dire merci d'être venu, à vous et aussi à nos chers téléspectateurs qui continuent de nous suivre et nous faire confiance. Je voudrais vous inviter également à marquer une pause, cette fois pour vous présenter les cas qui ont déjà été diffusés sur ces antennes. Et juste après, nous allons accueillir Irène Tembe. Ndokpassi, zone de recasement. C'est un quartier de la capitale économique du Cameroun. Au milieu de ces bâtisses se trouve un cas social. La fillette, sous vos yeux, que l'on apprête pour le bain, est née sans anus. C'est à travers l'ouverture créée sur son ventre qu'elle rejette les déchets de façon inconsciente. Ma tante, maman Florence, a suggéré qu'on aille à l'hôpital, qu'on aille à Yaoundé, dans un grand hôpital, pour voir ce problème. Elles sont allées à Yaoundé, à l'hôpital CHU. Arrivées là-bas, les médecins ont dit qu'il fallait qu'on pèse un côté du bébé pour que les selles puissent sortir. Et il fallait 1 800 000. Il n'y avait pas cet argent. Elles sont revenues au village. Quelqu'un leur a proposé d'aller plutôt à Bamenda, à Bingo de Bamenda, que là-bas il y a aussi des bons médecins et puis ça ne pourra pas être trop cher. C'est ce qu'on a fait. Quand on a donc percé le côté, c'est là-bas comme ça que l'enfant pouvait faire les selles, donc les selles sortaient là-bas. Et de temps en temps, ça soigne jusqu'à présent. Donc quand elle fait même les selles, elle ne se rend même pas compte qu'elle est en train de faire les selles. Donc, il faut toujours qu'on lui mette les couches et de temps en temps qu'on regarde. Quand on regarde, on enlève, on nettoie, on remet. Freshnel, c'est son prénom. Âgé de 5 ans et toujours jovial, ne cesse de questionner sa génitrice sur son état de santé et qui, selon sa tante, l'éloigne des enfants de son âge. Freshnel, elle est frustrée et elle est par moments très triste parce qu'elle pose la question à sa maman de savoir « Maman, pourquoi j'ai la blessure ici? Maman, la blessure ici va finir quand? Hein, maman, pourquoi il y a la blessure ici? Maman, pourquoi tu me mets toujours la couche ici ?» Elle passe le temps à poser ces questions. Elle se sent frustrée quand on la repousse dehors. Tu sens, va là-bas, va chez vous. Tu sens. Vraiment, elle est frustrée, elle est triste. Elle est triste. Et ça me fait mal. Il me fait mal de voir que cet enfant ne peut pas jouer avec ses amis. Elle ne peut pas aller à l'école. Puisque si on l'inscrit même dans une école maternelle, ça ne va pas donner. Elle sera frustrée. Les amis vont la repousser. Elle est vraiment... Elle se sent gênée, elle est triste et ça nous met vraiment mal à l'aise. La petite Freshnel n'est pas seulement née sans anus. Sa partie intime est également anormale. Une autre malformation qui n'est pas encore endiguée. Elle n'a pas le vagin aussi. Elle n'a qu'un petit trou. Donc il y a bien les lèvres, mais il n'y a pas vraiment le vagin. Il n'y a qu'un petit trou où les urines coulent. Et à Bingo maintenant, quand on avait opéré pour que les selles sortent, le médecin avait demandé de revenir quand l'enfant aura 3 ans pour sortir d'abord le vagin. Donc il fallait faire une deuxième opération, le vagin, avant d'aller sur l'anus.
quelques temps après la guerre au nord-ouest. C'est comme ça que Virginie n'allait plus et puis toute la famille est restée. L'échographie a montré que sa vessie était pleine. Je suis rentrée à l'hôpital, on a mis la sonde sur l'enfant. L'enfant a fait au moins 2 semaines avec la sonde. Et entre-temps, maintenant, le pus a commencé à couler par la nuit. Le docteur a dit que c'est l'abcès interne. Il a incisé l'abcès par la nuit. Et depuis qu'il avait incisé, ça fait aujourd'hui 1 an qu'il avait incisé l'abcès, le pus continue à couler. Et ça fait qu'il fait les selles et les urines coulent. Les selles et les urines sortent, il ne s'en rend pas compte avec le pus. Toujours couché dedans, il ne sort même pas. Même pour aller jouer avec ses amis, il faut que je lui mette souvent la couche pour qu'il parte jouer avec ses amis. Quand il part, il joue avec ses amis le fuient même. Parce qu'il sent, parce que quand le pus là, quand il fait les selles sur lui, il sent. Et ses amis le fuient. Donc ça fait que lui-même, il est toujours frustré. Et moi-même, je me sens aussi mal à l'aise. Parce que quand il passe partout, on se moque de moi. Que voilà la mère de l'enfant qui chie sur lui, qui fait les selles sur lui et il pisse. Ayant pris la poudre d'escampette avant la naissance même de l'enfant. Son père m'avait abandonné depuis la grossesse jusqu'à aujourd'hui. Je suis même allée le chercher jusqu'à le voir, dire que l'enfant est malade. Il n'a jamais réagi. Ça m'a même énervé. Je suis allée même au service social. Je lui ai porté plainte là. On m'a donné la convocation. Je suis partie lui donner la convocation, la première convocation. Il n'est pas venu. On a maintenant dit qu'on amène l'enfant à l'hôpital, à la cantine. On est sorti en cours de route. Il m'a abandonné. Il est parti. Marceline vous tend la main. Son fils qui a laissé l'école à cause de la maladie est son seul espoir pour le moment. Elle a besoin de nous. Je suis vraiment à bout, là où je vous parle, je suis vraiment à bout. Parce que j'ai déjà fait tout ce qui est de mon mieux, mais je ne parviens plus. Donc je ne compte que sur vous, les âmes de bonne. Eh bien, Irène Tembe nous a rejoint sur ce plateau. Irène, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Flavien. Et ce sont des cas qui ont déjà été diffusés sur ces antennes. Il y a ce cas de Freshlin, également le cas de Ange Joël. Mais seulement avant, 2 cas nous ont retenu notre attention ce soir. Tout à fait. Emmanuel et Yannick. Tout à fait. Avant d'entamer la lecture des différentes contributions que nous avons perçues tout au long de la semaine pour les cas de Freshlin et Ange Joël, nous allons d'abord faire une brèche sur les contributions d'Emmanuel et Yannick. Bébé Emmanuel et Yannick, les 2 enfants aveugles qui étaient présents sur ce plateau. Les différentes contributions que nous avons perçues tout au long de l'émission sont les suivantes. Mama Jeannette, 500 francs. Billy Samuel Tchata Kezeta, 1500. Virginie Kemeni, épouse Wadju, 1000 francs. Akui Stéphania, 1000 francs. Alain Zodé, 1000 francs. Alphonse Berthe Larissa Méchon, 2000. Bienfaitrice, 6000. Cécile Camno, 2000 francs. Chefa, 1500. Christian Duclos Chokomakwa, 1000 francs. Christine Camo, 1000 francs. Christine Chouktuo Waton, 4000 francs. Clovis Bertino Talompa, 3000 francs. Clovis Ndjomo, 1500. Daniel Francis Yanfa, 2500. Dynastie Yumbi, 5000 francs. Eric Sylvain Diegan, 2000 francs. Estelle Pila Kenakpadjo, 3000 francs. Famille Bipa, 1000 francs. Famille Kabon à Yaoundé, 5000. Famille Kenfak Samuel à Loé, 1000 francs. Famille Ngagwe depuis village, 2000. Famille Nouta Dieu à Babuto, 2000. Famille Yimdi Paul à Yaoundé, 10 000. Famille Fomunkom à Bonabéry, 2000. Famille Kabila à Bana,
4 000. Famille Wana Paul René, 8 000. Fombang Léo de Bonabéry, 2 000. Françoise Massé, 5 000. Gako Fomou Emeline, 1 000 francs. Géraldine Irène Niada, 5 000 francs. Guy Romuald Sédine Tifo, 1 000 francs. Henriette Gatuessi, 2 000. Jeunesse Ami Bazou de Douala, 12 500. Joseph Kamga Achan, 2 000 francs. Kawe Forchela, 1 600. Kwemo, 5 000. Le Cordeau de Manjo, 1 000 francs. Léo Anicette Fomban, 2 000. Maman Christelle depuis Libreville, 1 000 francs. Maman Monka Marie-Louise, 1 000 francs. Marie-Madeleine Chafak, 3 000. Marlene Zouko, 1 000 francs. Martial Chavi, 1 500. Mastan International, 1 000 francs. Bawe John, 3 000. Madame Kwemo, épouse Tchatchoua, 2 000. Madame Seke Honorine, 10 000. Madame Zoupé Régine depuis Bonabéry, 3 000. Madame Veuven Jomo Rose et ses enfants, 10 000. Monet Fonzo Blonde, 1 000 francs. Monsieur Fomenkong Alphonse à Douala, 2 000. Une musulmane à Marois, 1 000 francs. Ndole Miondo, 20 335. Odette Chame, 3 000 francs. Onela Kaboko, 20 000 francs. Papa Chanko Augustin Amanjo, 1 000 francs. Pascaline, 2 000. Père Dienedo Bichou Abanga, 3 000. Philomène Samou Yache, 1 000 francs. Priska Asena, 5 000. Raïssa Solefax Zambo, 1 500. Régine Félicité Cheka, 1 000 francs. Richard Ngara Chamba, 3 000. Samson Eve Kamdom, 237 francs. Santé et Sport, 2 000 francs. Serge Merlin Tilon, 5 000 francs. Stone, 2 000. Tameyi Tassono, 1 000 francs. Théophile Fongan, 5 000. Timothée Njoko, 5 000. Ulrich Kendem Gefak, 15 000. Un bienfaiteur, 3 000. Un couple bienfaiteur à Yaoundé, 50 000. Une chrétienne KREM, 10 000 francs. Une dévote de la miséricorde divine, 3 900. Vianney Preska Yonzo, 500 francs. Ibrahim Mamoudou, 4 000 francs. Vianney Félix Cheboyou de Yaoundé, 2 000. Martha Fedzoyouandi, 1 000 francs. Saint-Exupéry, 1 000 francs. Yvette Ndormo Choupou, 2 000. Hans Njoya, 1 500. Pour le cas des enfants, Emmanuel, bébé Emmanuel et bébé Yannick, nous avons un montant de 314 672 francs CFA. Voilà, ce sont des cas que nous avons présentés ce soir, des cas de ces deux enfants. Emmanuel, 3 ans, et Yannick, 10 mois. Ce sont des enfants d'une même famille et qui souffrent des mêmes pathologies. Des mêmes pathologies, il faut le préciser. Et préciser également que ce sont les dons que nous avons perçus tout au long de l'émission. Il y a encore des personnes qui sont en train d'effectuer les dons. Je vous prie, chers bienfaiteurs, de continuer à mettre la machine de la solidarité en marche via les numéros de téléphone qui s'affichent au bas de votre petit écran, à savoir le 690 50 50 94 ou le 675 35 25 16. Et bien vouloir préciser par message votre nom, le cas social pour lequel vous contribuez, ainsi que le montant. À la suite des contributions des bébés Yannick et Emmanuel, nous avons également les contributions de bébé Freshlin Bleslin, enfants sans anus et sans vagin. Les différentes contributions perçues depuis le 27 mai sont les suivantes. Patricia Zongan de l'Allemagne, 16 399 francs. Ndiki Alphonse, 2 000 francs. Goumela Ignace, 500 francs. Une chrétienne KREM, 10 000 francs. Jeunesse Ami Bazou de Douala, 12 500. Rodrigue Ndjendengamenje, 2 000 francs. Virginie Kemeni, épouse Wadje, 1 000 francs. William de Dakar, 500. Sergio Seba Wonchem Deba, 500. Gilbert Chofa, 500. Vernon Pena, 5 000. Kunjom Abdou Aziz, 3 000. Karine Omba Sombeng, 2 000. Pierre-Hervé Nankem, 1 000 francs. Florence Abbé, 1 500. Linda Eboton, 2 000. Marie-Noël de Chang, 1 600. Wekeyim Vedeyoni, 1 000 francs. Cyril Ramos Sonken, 1 250. Abdel Karim Mouchili, 600 francs. Ndome Edimo, 2 500. Atim de Gaulle, 500 francs. Fernand Nonga, 5 000 francs. Béa Ludovic, 15 000. Karine Takam Fonkou, 1 000 francs.
Famille Fouette, 2500. Bon Samaritain de la Dibamba, 1000 francs. Jackie Félicité, 5000. Carole de Ndorbonne, 5000. Chamon Bogno, 1500. Mambou Mochoum Annette, 5000 francs. Bienfaiteur de la Cité Sikh, 2000 francs. Madame Doucho Edwige de Yaoundé, 2500. Mylène Fouezo Chomo, 1000 francs. Le Centralien de Yaoundé 4, 10 000. Ducho Jacqueline, 2500. Banga Flora, 2500. Claudine Sidonie Kouemoun, 1000 francs. Marie Goretti Tigui, 2000. Wambon, 2000. Une famille bienfaitrice à Kribi, 50 000. Monsieur Tetuem Samuel, rue Mangué à Yaoundé, 2000. Charline Gobahoyi, 1000 francs. Un chrétien à Bafoussam, 1000 francs. Une bienfaitrice, 1000 francs. Famille Tala de PK14, 10 000. Madame Wamba, 2500. Nestlé, 500. Une parolienne, 1500. Gadu Gladys, 2500. Gaston Tala, 2500. Groupe caritatif Les 13e apôtres de Jésus, 50 000. Foko Djichou Blero, 250. Vandi Abraham, 1000 francs. Chafak Jean, 500. Sandrine, 1000 francs. Âme de bonne volonté, 1000 francs. Famille Tinda à Douala, 2500. Bienfaitrice, 5000 francs. Monsieur Malon et Bénézer Jacquois, 25 000. Camo Cécile à Yaoundé Mélin, 1000 francs. Mouteluc, 10 000. Marcelin Sylvain Negwetinda, 2000. Peter Munga Schneider, 1000 francs. Un couple bienfaiteur depuis le Canada à Montréal, 10 000 francs. Une maman de Bétois, 5 000 francs. Madame Feudio Chaleur, depuis Bafou, 2 000 francs. Un couple chrétien de Bafia, 10 000 francs. Famille Meningameni à Yaoundé, 1500. Rosine Gekam de Northampton en Angleterre, 5 000 francs. Lisa de Bafoussam, 5 000 francs. Une bienfaitrice de Newton Aéroport, 10 000 francs. Famille Tchala Okala, 2 000 francs. Maman Jeannette, 500. Amel Awowo, 500. Amour choisi du Cameroun, 2000. Un bienfaiteur de la commune de Tchao, 5000. Un bienfaiteur de Dedo, 5000. Un bienfaiteur de Kribi, 2000. Chokonte Bopi, 2500. Bienfaitrice de Yaoundé, 1500. Emmanuel Esther Bafino, 1000 francs. Madame Y de la Vallée, 3000 francs. Famille Bobogna La Pariso, 2000. Magne Marie, 2000. Zéphé Champien Kep, 1000 francs. Marthe Moukori, 5000. Sandrine depuis Yaoundé, 1000 francs. Bienfaitrice, 1000 francs. Boris Assakwe, 1500. Famille Negwe Marcelin de Kouaban, 2000. Famille Sabze, 1000 francs. Djuidja Charlène, 2500. Un bienfaiteur de Noubel, 5000 francs. Lemba Pep, 2000. Ninjo, 3000. Bakam Choko, 2500. Une chrétienne de la commune de Tchan, 5000 francs. Le cordeau de Manjo, 1000 francs. Papa Chanko Augustin, 1000 francs. Madame Tamunjo Ruth, 1000 francs. Un chrétien de Bonne 10, Oza, à Yaoundé, 2000 francs. Tige Vachala Aristide, 1000 francs. Kwekam Robert, 2500. Nous avons, pour le cas de la petite Freshlin Blessing, un montant de 414 099 francs CFA. Il faut noter que la petite Freshlin Blessing n'était pas seule sur ce plateau. Nous avons également le cas d'Ange Joël, petit garçon âgé de 9 ans, qui urine avec, disons, le peu. Les différentes contributions que nous avons perçues depuis la date du 27 mai sont les suivantes. Ndiki Alphonse, 2000 francs. Goumela Ignace, 500 francs. Sergio Seba Wochendeba, 500 francs. Une chrétienne KREM, 10 000 francs. Jeunesse Ami Bazou de Douala, 12 500. Florence Abbé, 1500. Linda Eboton, 2000. Cyril Ramos Sonken, 1250. Ndome Edimo, 2000. Jacques de Bonabéry, 500. Béa Ludovic, 15 000. Ndjeha Robert Joseph, 1000 francs. Famille Foyette, 2500. Jackie Félicité, 5000. Chamon Bogno, 1500. Mambou Mochoum Annette, 5000 francs. Duichou Jacqueline, 2500. Banga Flora, 2500. Ketu Johnson Ketu, 5000 francs. Wambon, 2000. Famille bienfaitrice à Kribi, 25 000. Miliano Fouezo Chomo, 1000 francs. Charline Gobahoyi, 1000 francs. Une bienfaitrice, 1000 francs. Idriss Achille Rodrigue Sangou, 1000 francs. Famille Tala de PK14, 1000 francs. Madame Wamba, 2500. Nestlé, 500. Une parolienne, 1500. Gadu Gladys, 2500. Gaston Tala, 2500.
Kwanjo Nungang Onela Nadia, 2000. Ernest Chongwen Yong, 1000 francs. Foko Ducho Blero, 250. Tchafar Jean, 500. Sandrine, 1000 francs. Âme de bonne volonté, 1000 francs. Famille Tinda à Douala, 2500. Monsieur Malon et Ebenezer Jacquois, 25 000. Camou Cécile à Yaoundé Mélin, 1000 francs. Un couple bienfaiteur depuis le Canada, Montréal, 10 000. Une maman de Bétois, 5 000. Madame Feu Joe Chaleur depuis Bafout, 2 000. Un couple chrétien de Bafia, 10 000. Famille Meninga Meni à Yaoundé, 1500. Rosie Gekam de Northampton en Angleterre, 5 000 francs. Famille Tchala Okala, 2 000. Maman Jeannette, 500. Amel Awowo, 500. Amou Choisi du Cameroun, 2 000. Un bienfaiteur de la commune de Tchan, 5 000. Un bienfaiteur de Kribi, 2 000. Chokonto Bopi, 2500. Bienfaitrice de Yaoundé, 1500. Emmanuel Esther Bafino, 1000 francs. Marto Moukori, 5 000. Sandrine depuis Yaoundé, 1000 francs. Bienfaitrice, 1000 francs. Bori Asakwe, 1500. Famille Sabze, 1000 francs. Duidia Charlène, 2500. Bienfaiteur de Noubel, 5 000. Kotori Yama, épouse Chokote, 2 000. Adjoa, 2 000. Lemba Pep, 2 000. Bakam Choko, 2500. Elanga Osogo, 5 000. Une chrétienne de la commune de Tchan, 5 000 francs. Ngako Fomu Emeline, 1000 francs. Madame Tamunjo Ruth, 1000 francs. Un chrétien de Bonne 10, Oza à Yaoundé, 1000 francs. Tige Vachala Aristide, 1000 francs. Kwekam Robert, 2500. Nous avons pour le compte d'Ange Joël un montant de 229 500 francs CFA. Très bien. Ce sont des cas que vous avez suivis la semaine dernière, des cas qui sont passés sur ces antennes. Tout à fait. Et on va terminer avec un... Nous allons quand même faire une petite brèche pour rappeler aux chers bienfaiteurs que nous avons le cas du jeune Cyril Fossi qui avait été victime d'un accident lors de son séjour pendant les vacances dans la scierie de son oncle et qui a besoin d'une seconde opération. Nous prions les âmes de bonne volonté de bien vouloir continuer la machine de la solidarité pour le jeune Cyril Fossi via les numéros de téléphone qui s'affichent au bas de votre petit écran, à savoir le 690 50 50 94 ou le 675 35 25 16. Nous serons sortis de cette émission sans dire bonsoir du côté de Bamenda, bonsoir du côté de la falaise de Tchan, bonsoir du côté de Bafan et bonsoir à la grande population de Douala. Merci. Merci à vous Irène et à jeudi prochain. À jeudi prochain, s'il plaît à Dieu, et bonne fête des mères à moi. C'est passé. Alors, donc, je voudrais également dire merci à votre suite, à toute l'équipe qui a contribué à la réalisation de cette autre édition. Dire merci à Eric Ouattat, Dallas Chana, Cédric Chouna, Libéro Njomo, Cédric Nding, Dani Warren Zede, qui est le réalisateur de cette émission. On va dire merci au public qui est toujours avec nous, comme tous les jeudis soirs. Et madame, monsieur, je suis Flavien Dongo. Bonsoir.